Femmes et groupes armés a regagné sa base à Gao. Cette patrouille avait pour mission d'acheminer les véhicules à partir de la frontière algérienne et cette première mission de patrouille mixte a été une réussite. Bonsoir à tous et bienvenue dans la grande édition de l'ERTM. Et à l'ouverture de cette édition, le traditionnel Conseil des ministres s'est tenu ce matin au palais présidentiel sous la présidence du chef de l'État Ibrahim Boubacar Keïta. Avec moi sur ce plateau, Ibrahim Djambélé pour la lecture du communiqué du Conseil des ministres. Bonsoir Ibrahim. Bonsoir Khadija Toukouné, mesdames et messieurs, bonsoir. Au chapitre des mesures réglementaires au titre du ministère de l'administration territoriale, sur le rapport du ministre de l'administration territoriale, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret portant convocation du collège électoral, ouverture et clôture de la campagne électorale à l'occasion d'une élection législative partielle dans la circonscription électorale d'Ansongo. Suite au décès du député élu dans la circonscription électorale d'Ansongo, conformément aux dispositions législatives en vigueur, il a été procédé à la déclaration de vacances de siège. Au terme du présent projet de décret, le collège électoral est convoqué le dimanche 10 janvier 2016 à l'effet de procéder à l'élection d'un député dans la circonscription électorale d'Ansongo. Un second tour du scrutin aura lieu le dimanche 31 janvier 2016 si aucun candidat n'obtient la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour. La campagne électorale à l'occasion du premier tour est ouverte le samedi 19 décembre 2015 à 0h. Elle est close le vendredi 8 janvier 2016 à minuit. La campagne électorale à l'occasion du second tour, s'il y a lieu, est ouverte le jour suivant la proclamation définitive des résultats du premier tour. Elle est close le vendredi 29 janvier 2016 à minuit. Au titre du ministère de la Coopération internationale et de l'intégration africaine, sur le rapport du ministre de la Coopération internationale et de l'intégration africaine, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret fixant le cadre organique de la direction des finances et du matériel du ministère de la Coopération internationale et de l'intégration africaine. Le projet de décret fixant le cadre organique de la direction des finances et du matériel du ministère de la Coopération internationale et de l'intégration africaine est adopté pour rendre fonctionnelle la direction chargée de la gestion des ressources financières et matérielles ainsi que l'approvisionnement des services du dit département. Il détermine l'effectif du personnel de la direction des finances et du matériel du ministère de la Coopération internationale et de l'intégration pour les 5 prochaines années. Au titre du ministère du Travail et de la Fonction publique, sur le rapport du ministre du Travail et de la Fonction publique chargé des relations avec les institutions, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret portant revalorisation des pensions de retraite et des rentes d'accident du travail servies par l'Institut national de prévoyance sociale. L'Institut national de prévoyance sociale, INPS, un établissement public à caractère administratif, est chargé d'assurer la gestion des régimes de prestations familiales, de réparation et de prévention des accidents de travail, de retraite, d'invalidité et d'allocation de survivants. Le présent projet de décret revalorise de 5% à compter du 1er avril 2015 les pensions de retraite et les rentes d'accident du travail servies par l'Institut national de prévoyance sociale. La revalorisation s'applique aux pensions et aux rentes en service au 1er avril 2015 et aux travailleurs dont les droits à pension sont consolidés au 31 décembre 2014, soit 55 636 pensionnaires et 1654 rentiers. Pour les pensions de retraite, l'incidence financière est estimée à 1 618 830 918 francs CFA en 2015 et 2 158 441 224 francs CFA en 2016. L'adoption du projet de décret s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du protocole d'accord sur le cahier de doléances de l'Union nationale des travailleurs du Mali, UNTM, conclu le 28 octobre 2014 entre le gouvernement, le Conseil national du patronat du Mali et l'UNTM. Elle est conforme à la procédure d'augmentation des prestations servies par l'INPS telle que définie par le Code de prévoyance sociale. 2. Un projet de décret fixant la valeur du point d'indice et des avantages accordés aux fonctionnaires et agents de l'État des représentations des douanes à l'étranger.
Les représentations des douanes du Mali à l'étranger sont créées par des conventions conclues entre la République du Mali et les États qui les accueillent. Elles sont chargées notamment de contribuer à la sauvegarde des intérêts nationaux à l'étranger, à l'exercice des activités douanières sur les produits en provenance et à destination du Mali. La valeur du point d'indice ainsi que les avantages accordés aux fonctionnaires et agents de l'État dans les représentations des douanes du Mali à l'étranger sont fixés par un décret du 18 juin 2007 dont l'application a révélé des insuffisances liées à l'absence de prise en charge de certains avantages. Le présent projet de décret vise à corriger ces insuffisances pour améliorer les conditions de travail du personnel des représentations des douanes du Mali à l'étranger à travers, entre autres, l'augmentation de l'indemnité de représentation et de responsabilité accordée aux chefs de ces représentations, l'octroi d'une indemnité de cherté de vie par zone et la prise en charge des frais de scolarité des enfants pour les études du niveau préscolaire ou baccalauréat, d'allocation aux conjoints et de la gratuité du logement, la participation à la prise en charge des frais d'ameublement, d'abonnement et de consommation individuelle d'eau, de gaz, de ville, d'électricité, de chauffage, de téléphone et d'analyse médicale, la prise en charge des frais de déplacement en cas de rappel, de mission ou de changement de résidence. 3. Un projet de décret portant code de déontologie des agents de l'administration du commerce et de la concurrence. L'administration du commerce et de la concurrence est chargée de l'application des règles de la concurrence, de la lutte contre la fraude en matière d'importation, d'exportation et de distribution des biens à l'intérieur du pays, ainsi que du contrôle des poids, des mesures, de la qualité des produits et des prix institués. Le projet de décret portant code de déontologie des agents de l'administration du commerce et de la concurrence est adopté pour soumettre les agents de l'administration du commerce et de la concurrence à un ensemble de règles dans l'exercice de leurs fonctions. Il détermine un code de conduite et fixe les interdictions auxquelles les agents de l'administration du commerce et de la concurrence sont soumis dans et à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. Il définit enfin les relations avec les usagers dans le cadre de la mise en œuvre des règles du libre jeu de la concurrence, de la liberté d'accès aux documents administratifs, des règles de diligence et d'obligation de transparence dans le traitement des dossiers, de la mise à la disposition des opérateurs économiques de toute information économique non confidentielle. L'adoption du présent projet de décret contribue au renforcement du climat de confiance entre les agents de l'administration du commerce et de la concurrence et les usagers. Elle contribue également à l'impulsion d'une véritable culture de l'efficacité chez le personnel de l'administration du commerce et de la concurrence dans le cadre de la modernisation de notre administration. Maintenant, au chapitre des mesures individuelles, le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes. Au titre du ministère de la Solidarité, de l'Action humanitaire et de la Reconstruction du Nord, inspecteur à l'inspection des affaires sociales, M. Mohamed Mahamar Touré, administrateur de l'Action sociale. Au titre du ministère des Domaines de l'État et des Affaires foncières, inspecteur à l'inspection des domaines et des affaires foncières, Mme Diara Khadijatou Samoura, ingénieur d'agriculture et du génie rural, Mme Touré Abi Koulibaly, administrateur civil. Au titre du ministère de l'administration territoriale, directeur de cabinet du gouverneur de la région de Kaye, M. Meissa Fan, ou Meissa Fané, administrateur civil. Directeur de cabinet du gouverneur de la région de Gao, M. Boubaka Bagayoko, administrateur civil. Conseiller aux affaires administratives et juridiques du gouverneur de la région de Koulikoro, M. Mahamadou Alusenu Maïga, administrateur civil. Conseiller aux affaires administratives et juridiques du gouverneur de la région de Tombouctou, M. Bani Ould Mohamed Sissé, administrateur civil. Conseiller aux affaires administratives et juridiques du gouverneur de la région de Gao, M. Amadoun Bari, administrateur civil. Inspecteur à l'inspection de l'intérieur, M. Alassane Diallo, administrateur civil. Au titre du ministère de la coopération internationale et de l'intégration africaine, le directeur des finances et du matériel, M. Badji Savané, inspecteur des finances. Au titre du ministère de l'économie et des finances, conseiller technique, M. Mamadou Lamine Samaké, inspecteur des impôts. Receveur général du district, M. Suleiman Kansai, inspecteur du Trésor.
Coordonnateur de la cellule d'appui à la réforme des finances publiques, CARFIP, Madame Barry Awassila, professeure d'enseignement supérieur, au titre du ministère de la décentralisation et de la réforme de l'État, chargé des missions, M. Sidi Touré, spécialiste en assurance. Au titre du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, chargé des missions, M. Aliou Abdul Karim Diallo, médecin, Madame So Zainab Salah Hachim Koulibaly, gestionnaire des ressources humaines. Au chapitre des communications écrites, au titre du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, le Conseil des ministres a examiné une communication écrite relative au programme d'urgence pour le renforcement du système judiciaire de mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali issu du processus d'Alger. La justice occupe une place de choix dans le processus de refondation de l'État. Dans cette perspective, elle a fait l'objet de l'indépendance à nos jours de plusieurs initiatives de réforme dont la mise en œuvre a contribué à la réhabilitation et à la restauration de la crédibilité du service public de la justice. Malgré ces résultats, le système judiciaire peine à gérer de manière efficace ses organes, agents et activités pour une distribution saine de la justice. Le programme d'urgence pour le renforcement du système judiciaire et de mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, issu du processus d'Alger, est élaboré pour mettre fin au dysfonctionnement persistant de la justice afin de lui permettre de faire face à ces nouveaux enjeux. Il constitue un outil programmatique de mise à nouveau de l'appareil judiciaire en vue de l'émergence d'une justice crédible, performante et responsable au service de la paix sociale et du développement socio-économique. Il a pour objectif d'accroître et d'améliorer l'accessibilité des citoyens à la justice, de renforcer la qualité et l'efficacité des prestations des administrations et organes judiciaires, de créer un cadre propice à l'amélioration de la situation des droits de l'homme, de mettre fin à l'impunité, de lutter contre la corruption et la délinquance financière, de développer les outils informatiques adéquats au niveau du système judiciaire. Il prend en charge les prescriptions de l'accord pour la paix et la réconciliation au Nord, au Mali, issu du processus d'Alger et relative notamment aux propositions des réformes institutionnelles du système judiciaire. Il s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des orientations du président de la République et de la déclaration de politique générale du Premier ministre en matière d'amélioration de la qualité du service public de la justice. Le programme d'urgence pour le renforcement du système judiciaire et de mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, issu du processus d'Alger, est assorti d'un plan d'action opérationnel 2015-2018 d'un coût de 59 milliards 960 millions de francs CFA, dont la prise en charge sera assurée par l'État et les partenaires techniques et financiers. Au titre du ministère des Mines, le Conseil des ministres a examiné une communication relative au projet d'accord de siège et de protocole d'accord entre le gouvernement de la République du Mali et l'institution Nelson Mandela dans le cadre de la réalisation de l'école africaine des mines ici à Bamako. L'institution Nelson Mandela est une organisation non gouvernementale qui a pour vocation d'apporter l'excellence dans le domaine des sciences et de l'ingénierie en Afrique subsaharienne. Elle envisage de mettre en place une de ses filiales au Mali à travers l'école africaine des mines, une école d'envergure internationale dont la mission sera de former une masse critique de scientifiques et d'ingénieurs dont le Mali aura besoin pour accélérer le développement de son secteur minier. Dans le cadre de la réalisation de cette école, il est prévu la signature d'un accord de siège et d'un protocole d'accord entre le gouvernement du Mali et l'institution Nelson Mandela. Le projet d'accord de siège réglemente le siège de l'école africaine des mines à Bamako, située dans la zone aéroportuaire de Bamako-Sénou. Il consacre l'inviolabilité et détermine les conditions d'entrée, les modalités de protection, les services publics, les archives et documents du siège. Il définit les règles de contrôle de l'EAM Bamako, les conditions d'application des lois et règlements du pays hôte et des règlements de l'entité ainsi que les modes de gestion des différents. Les projets de protocole d'accord entre le gouvernement de la République du Mali et l'institution Nelson Mandela fixent les obligations particulières et communes des parties. La signature du présent accord de siège et du protocole d'accord pour la réalisation de l'école africaine des mines permettra entre autres de contribuer au développement de notre secteur minier,
de renforcer la coopération et l'intégration sous-régionale dans le domaine des mines et de la formation, de former des jeunes spécialistes maliens et africains capables de supplier de manière progressive le personnel expatrié, de réduire les coûts de formation grâce à des économies d'échelle et réalisées par l'approche continentale, d'améliorer la disponibilité des ressources humaines compétentes. Ce sera tout, Khadijatou Kone, pour le Conseil des ministres de ce mercredi. Merci bien, Ibrahim Djambélé. Suite de ce journal, le président de la Commission de l'Union africaine et le président du Haut Conseil des collectivités ont été reçus ce matin par le président de l'Assemblée nationale. Avec le premier, il a été question de l'évaluation du secteur de la sécurité. Quant au président du Haut Conseil des collectivités, lui était venu pour une visite de courtoisie. Les détails avec Ibrahima Chokari. Et ce communiqué, le président de l'Assemblée nationale informe les députés que dans le cadre de la session budgétaire en cours, une séance plénière se tiendra le jeudi 19 novembre 2015 et jour suivant s'il y a lieu. À l'ordre du jour, délibération sur des projets de loi et communication. Les travaux débuteront à partir de 10 heures précises dans la salle Modibo Keïta. Le président s'est compté sur la présence effective des députés. La séance est publique. Le président du Haut Conseil des collectivités a été également reçu par le président de la Haute Cour de justice. Mamadou Satiki Diakité était venu demander conseil auprès de son aîné Abdraman. Nous l'écoutons à sa sortie d'audience au micro de Mahamadou Doumbia.
le disait dans les titres, opération de maintien de la paix au Mali, aide aux mises sous tutelle. Cette interrogation figure au centre du colloque sur la sortie de crise au Mali, initié par le Cercle d'études et de réflexion pour le Mali. Le colloque vise à mieux connaître les contours de la présence de la MINUSMA au Mali, ses forces et ses faiblesses pour aboutir à des solutions fiables. On en sait plus avec Alousseni Touré. S'étant été élevés contre la mission onusienne et la mission précédente, notamment celui de l'Union africaine. Les conclusions du colloque sont adressées à la fois aux autorités nationales, aux partenaires techniques et financiers et aux groupes armés. Test réussi pour la première mission de la patrouille mixte du mécanisme opérationnel de coordination émanant de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, parti de Gao le 10 novembre dernier pour une mission d'acheminement de véhicules à partir de la frontière algérienne. La première mission de la patrouille mixte composée des FAMA et des combattants des groupes armés a regagné hier sa base à Gao. Depuis Gao, le compte-rendu de Chris Akoni. C'est désormais chose faite. Ce qui relevait du rêve il y a peu de temps est devenu aujourd'hui une réalité. Des frères qui se tiraient dessus il y a à peine 2 mois ont finalement décidé de ranger de côté les rancœurs et faire face à l'essentiel, c'est-à-dire la lutte commune contre le terrorisme afin de promouvoir la paix, la réconciliation et le développement dans les 3 régions nord du Mali. Ils étaient environ 200 hommes composés des militaires des forces armées et des combattants des groupes armés SEMA et plateformes à braver le froid nocturne et la chaleur diurne pour accomplir une mission qui venait de confier la hiérarchie. Il s'agissait d'acheminer sur Gao 9 nouveaux véhicules offerts par la République algérienne démocratique et populaire aux forces armées maliennes. Un véritable test réussi pour cette première mission de la patrouille mixte issue de l'accord de paix et de la réconciliation dans notre pays. Je demande à tout un chacun d'oublier tout ce qui s'est passé et d'œuvrer dans le même sens, sans rancune, et œuvrer dans le même sens pour que chacun de nous retrouve sa place dans la paix et dans la prospérité. La coordination des mouvements de l'Azawad qui a pris le train en marche s'est dit très satisfait de rencontrer les forces armées et la plateforme dans une mission de sécurisation. Nous voulons être tous dans l'accord et essayer d'exploiter ce qui est là-dedans. Je lance l'appel à la population à se réconcilier, à oublier beaucoup des choses qui se sont passées, que chacun apporte sa contribution pour la paix. Le message que j'ai envoyé pour le traité malien, vraiment la population est très souffert, a besoin de sécurité, vraiment tout pour augmenter l'efficacité de l'armée et des forces de sécurité dans les territoires. Le mécanisme opérationnel de coordination qui a pour but de contribuer à la sécurisation des régions nord du Mali afin de prévenir et réduire tout vide sécuritaire avant, pendant et après le processus de cantonnement, d'intégration et de DDR est désormais en marche. Les objectifs assignés à cette coordination est de renforcer les mesures de confiance, d'améliorer
améliorer les relations entre les forces armées, les combattants de la CEMA et de la plateforme et d'éviter la reprise des hostilités. Et toutes nos excuses, nous avions un problème de son. Nous revenons donc sur quelques reportages. Je disais que le président de la Commission de l'Union africaine et le président du Haut Conseil des collectivités ont été reçus ce matin par le président de l'Assemblée nationale. Avec le premier, il a été question de l'évaluation du secteur de la sécurité. Quant au président du Haut Conseil des collectivités, lui était venu pour une visite de courtoisie. Les détails avec Ibrahima Chokari. Conduite par le président de la Commission de l'Union africaine, la mission est venue informer le président de l'Assemblée nationale des raisons de sa mission et recueillir auprès de lui des informations relatives à la réforme du secteur de la sécurité. Nous venions discuter avec le bureau de l'Assemblée nationale du rôle de cette institution dans ce processus de réforme. Vous savez que quand nous parlons de réforme du secteur de sécurité, c'est la sécurité entendue dans le sens global. Beaucoup d'institutions qui concourent à la sécurité, d'abord les institutions de sécurité elles-mêmes. Nous avons été voir le ministère de la Défense, de la Sécurité, de la Protection civile, mais aussi vous ajoutez le ministère de la Justice, le ministère des Finances, et du Travail, et la société civile, mais aussi alors le Parlement. Parce que le Parlement joue un rôle important dans la sécurité. Le nouveau président du Haut Conseil des collectivités a quant à lui rendu une visite de courtoisie au président de l'Assemblée nationale et partagé avec lui des sujets d'intérêt commun. J'ai souhaité rencontrer le président des autres institutions pour une visite de courtoisie et pour créer un cadre de cours, d'échange et de concertation entre les institutions de la République du Mali. Et les échanges ont naturellement porté sur les missions des différentes institutions. Le Haut Conseil des collectivités et l'Assemblée nationale peuvent siéger en comité restreint sur la demande du Premier ministre, et la même disposition qui prévoit que le président du Haut Conseil des collectivités et le président de l'Assemblée nationale peuvent convoquer une session commune sur un problème local ou régional, mais d'intérêt national. Dans tous les cas, ils ont tous bénéficié d'une oreille attentive auprès du président de l'Assemblée nationale, l'honorable Isiaka Sidibé. Le président du Haut Conseil des collectivités a été également reçu par le président de la Haute Cour de justice. Mamadou Satiki Diakité était venu demander conseil auprès de son aîné, Abdraman Nyanga. Nous l'écoutons à sa sortie d'audience au micro de Mahamadou Doumbia. J'ai souhaité rencontrer mes présidents des autres institutions pour me présenter à eux, pour se connaître davantage mutuellement et pour recueillir leurs conseils. Chaque fois que je suis en contact avec le doyen Nyang, j'apprends beaucoup et je reçois beaucoup de conseils utiles. En quoi est-ce que vous allez renforcer la collaboration entre vos deux institutions? Renforcer le jeu institutionnel, c'est garantir l'efficacité, la responsabilité et la légitimité. Et c'est tout cela que nous renforçons en nous fréquentant mutuellement, en collaborant. J'ai dit qu'il faut que les institutions du Mali se rencontrent, renforcent leurs relations dans l'intérêt supérieur du peuple malien. Nous revenons également sur ce reportage, opération de maintien de la paix au Mali, aide ou mise sous tutelle. Cette interrogation figure au centre du colloque sur la sortie de crise au Mali, initié par le Cercle d'études et de réflexion pour le Mali. Le colloque vise à mieux connaître les contours de la présence de la MINUSMA au Mali, ses forces et ses faiblesses pour aboutir à des solutions fiables. On en sait plus avec Alousseni Touré. La réflexion est ainsi engagée. Les experts, animateurs, autorités nationales, membres de la médiation, universitaires et autres membres de la société civile
mettront la journée à profit pour dégager à la fois les écueils et les solutions envisageables pour une sortie de crise au Mali et une paix durable en Afrique de l'Ouest. L'objectif de ce colloque est la contribution, comme le fait toujours le CERN, la contribution à la réflexion pour aider les décideurs publics, pour aider les acteurs maliens à réfléchir sur la situation de notre pays aujourd'hui et à trouver des réponses pour la sortie de crise. Les opérations de maintien de la paix dont il est question aujourd'hui sont des opérations qui se passent partout dans le monde. Mais nous devons, nous Maliens aujourd'hui, avec nos partenaires, réfléchir d'abord quel est le rôle de ces opérations de maintien de la paix, à quoi ça sert. Ces opérations ne viennent que dans des pays où la paix est menacée. Comment nous devons nous organiser pour que leur rôle soit le plus restreint possible et surtout comment nous devons faire pour que ces opérations partent. Les partenaires techniques et financiers attendent beaucoup d'un tel colloque qui va contribuer à mieux orienter la prise de décision. La thématique de notre jour aujourd'hui vise à donner d'ample information sur l'une des plus grandes opérations de paix à travers une regarde croisée des acteurs sociopolitiques maliens et avec le soutien des experts étrangers, des experts notamment de la sous-région. Dès le début, des voix s'étant été élevées contre la mission onusienne et la mission précédente, notamment celui de l'Union africaine. Les conclusions du colloque sont adressées à la fois aux autorités nationales, aux partenaires techniques et financiers et aux groupes armés. Suite des journées minières et pétrolières du Mali au CICB pour cette 6e édition, 65 stands ont été installés. Il s'agit de nationaux et internationaux qui proposent des produits et matériels miniers opérationnels au Mali. Autre aspect des journées, la présence de sociétés pétrolières et l'action particulière mise par le ministère des Mines pour attirer les investisseurs. Les précisions avec Nyanya Loutraoré. Depuis 2006, le gouvernement du Mali s'attelle à faire du secteur minier l'un des moteurs du développement national. En organisant les journées minières et pétrolières du Mali, l'opportunité s'offre aux différentes sociétés évoluant dans le domaine de se faire connaître d'une part et d'autre part de se constituer un solide carnet de contacts. C'est des rencontres de partenariats et de contacts, que ce soit les fabricants, que ce soit les différentes sociétés en exploration et puis en exploitation. Donc on a décidé de venir exposer et puis pour rehausser un peu les sous-traitances minières au Mali. Prend également part à cette 6e édition la société B2Gold. Fraîchement installée au Mali, la société canadienne opère dans la zone de Kéniéba. Le Mali est un pays culturellement connu dans le traitement de l'or et il s'est avéré que beaucoup de compagnies sont déjà passées avant nous. L'expérience aidant, on a vu qu'au Mali, ceux qui viennent s'implanter pour l'or ont beaucoup de chances de réussir dans tout ce qu'ils font. Un accent particulier est mis cette année sur le pétrole malien. La présence remarquée des sociétés pétrolières dénote toute l'attention du gouvernement à séduire les investisseurs à venir au Mali. On pourrait avoir du pétrole sur les 900 km². Vous voyez que ce n'est pas petit. On n'a pas vu encore du pétrole. Mais il faut intensifier les travaux pour avoir du pétrole. C'est ce qu'il faut. Donc que les investisseurs viennent. Qu'ils viennent. C'est notre souhait le plus ardent. Et nous allons dans les forats internationaux pour les inviter à venir. S'il y a des Maliens aussi qui sont intéressés, qui ont les moyens ou des partenaires, qu'ils viennent aussi, nous sommes à leur disposition. Au total, ce sont 65 stands qui exposent au CICB durant 3 jours. Des panels sont aussi organisés afin d'éclairer et d'apporter des réponses adéquates dans le cadre de l'amélioration du secteur. Et vous pourrez suivre après ce 20h le premier numéro du journal spécial sur les journées minières et pétrolières du Mali. Un journal qui vous sera présenté par Nyanya Lou Traoré. Bientôt la fin de l'apatridie au Mali. 4600 personnes ne jouissent pas du droit à la nationalité. Le comité interministériel sur l'apatridie est à Ségou. Ce comité en partenariat avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés tente avec les acteurs de la justice, des droits de l'homme et les autorités politiques administrative du Mali de trouver des solutions à ce problème. De Ségou, Fousseni Samaki. Cette retraite du comité interministériel sur l'apatridie en partenariat avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés se tient dans la capitale des Balanzans.
Elle se veut un espace d'échange entre acteurs de la justice, des droits de l'homme et autorités sur les causes et conséquences de l'apatridie, ainsi que les actions à envisager pour répondre à la problématique de l'apatridie. Il y a beaucoup de gens qui, quand on parle d'apatridie, pensent que c'est quelqu'un qui n'aime pas sa patrie. Alors que pour nous, l'apatridie, ce n'est pas ça. C'est quelqu'un qui ne peut pas démontrer sa nationalité, qui n'a pas de documents pour prouver sa nationalité. Donc pour nous, cette retraite va permettre, et aux membres du comité interministériel sur l'apatridie à cette rencontre, et aussi les autres participants qu'on a invités, pour s'approprier des concepts clés de l'apatridie. Selon certaines études, le Mali est cité en exemple dans la sous-région pour son engagement dans la réduction de l'apatridie. Vous savez, beaucoup de gens grandissent, vivent sans documents. Ils ont l'impression que ce n'est pas important, une carte d'identité n'est pas importante, un passeport n'est pas important, mais le jour où il veut ouvrir un compte en banque, sans passeport, sans documents, sans carte d'identité, on lui dénie même le droit à la nationalité et il ne peut rien faire. Le gouvernement restera attentif aux conclusions de cette retraite qui nous permettra d'inclure les questions relatives à l'apatridie dans nos opérations à caractère d'état civil. À la fin de la rencontre de Ségou, les organisateurs devraient remettre des équipements au centre d'état civil de Ségou pour faciliter l'accès aux pièces d'état civil. L'ambassade d'Algérie au Mali commémore le 61e anniversaire de la révolution du 1er novembre 1954 de son pays. L'ambassadeur a accueilli hier soir à sa résidence plusieurs membres du gouvernement, des personnalités étrangères et amis pour partager avec eux ce moment privilégié de l'histoire du peuple algérien. Les temps forts avec Aguebou Koulibaly. C'est le 1er novembre 1954 que le peuple algérien a décidé de prendre en main son destin et de tourner la page la plus sombre de sa longue histoire. C'est le jour où le peuple algérien a pris l'engagement de consentir tous les sacrifices pour réaliser son aspiration à la liberté et à la dignité. L'ambassadeur d'Algérie au Mali a voulu commémorer avec le peuple malien ces moments douloureux. Il a aussi évoqué les relations bilatérales qui existent entre les deux peuples dans le domaine sécuritaire et universitaire. Partant de sa conviction que l'armée malienne doit être renforcée et consolidée pour jouer pleinement son rôle dans la nécessaire sauvegarde de l'intégrité territoriale et dans le combat contre le terrorisme et les autres formes de criminalité organisée qui minent la zone du nord du pays, l'Algérie n'a eu de cesse d'apporter une contribution consistante aux efforts de reconstruction de l'armée et des forces de sécurité en termes de formation, de logistique et d'équipement. Enfin, l'Algérie n'a jamais cessé sa coopération sectorielle et poursuivi son effort, notamment dans le domaine de l'enseignement universitaire et de la formation professionnelle, où la contribution est substantielle et structurelle. L'année dernière, 2014-2015, quant à elle, vu l'octroi d'un quota jamais égalé de 338 bourses, soit le double du quota initial. Occasion pour le ministre des Affaires étrangères de rappeler les relations historiques qui lient le Mali à l'Algérie. À l'Algérie, nous devons d'abord exprimer notre gratitude. Gratitude en tant que nation pour sa contribution inestimable à la paix et à la stabilité dont nous commençons à jouir progressivement ici entre frères et sœurs maliens. Nous voudrions saluer en particulier le rôle joué par son Excellence M. Abdelaziz Bouteflika, président de la République algérienne démocratique et populaire, lorsqu'il a scellé ce lien avec son Excellence M. Ibrahim Boubacar Keïta pour convenir de mener une médiation pour la stabilisation du Mali. L'ambassadeur d'Algérie a saisi cette occasion pour renouveler à son homologue de France toute sa solidarité et sa compassion à la suite des attentats barbares qui ont endeuillé Paris. Journée porte ouverte à l'Institut international de recherche sur les cultures des zones tropicales et semi-arides et CRISAT. Près d'une centaine de producteurs, de représentants de services techniques et de partenaires financiers se sont fait expliquer les récents résultats de la recherche et les technologies agricoles. Compte rendu Moïse Traoré. Le drone agricole permet de détecter les espaces arables. Par pilotage automatique, l'appareil vole jusqu'à 500 mètres pour évaluer l'intensité du soleil. On a vu beaucoup de semences. On apprend que le décortiquage fait perdre des éléments nutritifs de la céréale. Vraiment, on souhaite la dissémination des résultats de la recherche.
Producteurs, représentants d'ONG, services techniques, partenaires financiers et diplomates sont invités sur les parcelles. C'est la révolution de l'agriculture. La recherche autour du coton est très importante. Le maïs, les cultures elles sont précoces et c'est au niveau de ces différents champs qu'on peut choisir les bonnes variétés. Stand d'exposition de technologie, projection vidéo et sessions d'échange ont meublé la journée. Les producteurs sont confrontés à des contraintes accès à l'engrais, accès aux semences. Et on veut mettre en place des systèmes sémenciers pour les aider à avoir accès aux semences de ces variétés améliorées et aussi à l'engrais. À Samanko, l'Institut international de recherche sur les cultures des zones tropicales semi-arides s'étend sur 120 hectares. Une équipe du ministère de la Santé vient de séjourner à Kidal dans le cadre de la riposte contre le paludisme dans le nord du Mali. Cette équipe a mené des activités de prise en charge et d'assainissement afin de faire face à ce mal. Pour plus d'informations, écoutons le docteur Diakalia Kone. La réponse qui a été réservée, c'était vraiment un traitement de masse que nous avons appelé la chimioprévention de 3 mois à 80 ans. Donc faire un traitement curatif et préventif à toute la population. Et c'est ce qui nous permet certainement de stopper la maladie. Et en même temps, nous avons pulvérisé dans les campements également pour détruire les moustiques qui sont là. Et également, nous avons fait des activités de recherche comme des prélèvements de sang, de gouttes épaisses, des tests de diagnostic rapide qui vont nous permettre d'approfondir les parasites qui sont en cause. Et également, des captures de moustiques ont été également faites, tout ça dans le but de mieux comprendre et avoir des connaissances vraiment scientifiques sur la question pour, s'il le faut, apporter davantage de réponses à cette question. Cette mission, elle a eu énormément d'avantages. D'abord, elle a permis de mobiliser tous les acteurs sur le terrain. 25 équipes en même temps qui sont rentrées dans la région le même jour pour apporter ce traitement. Les responsables administratifs et les notabilités nous ont dit que vraiment c'était la première fois qu'ils rencontrent une telle mission. Et tout le monde était très content, toutes les ONG partenaires, l'OMS, la Croix-Rouge et les ONG qui sont là au niveau local ont tous accepté que leurs agents puissent nous accompagner sur le terrain, aller distribuer ces médicaments. Vraiment, l'engouement était très fort, c'est-à-dire que c'était participatif. Vraiment, le travail a été excellent. Parlons santé toujours, à la série de formation des techniciens de la santé sur le projet laboratoire mobile dédié à la détection de la maladie à virus Ebola et autres agents pathogènes dangereux a pris fin ce matin par un premier test, un test qui a permis aux stagiaires de déployer et d'installer ce nouvel outil de dernière technologie Akati. On en parle avec Abdraman Maïga. Après sa réception par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique en décembre 2014, le laboratoire mobile de détection de la maladie à virus Ebola et autres pathogènes dangereux vient d'être transporté à Kati et plus précisément à la direction centrale des services de santé des forces armées. Au cours de cette conférence dénommée VIP, il a été question de l'importance de cet outil mis à la disposition de notre pays par l'Allemagne dans le cadre de la lutte contre le virus Ebola. Je dois aussi dire que le Mali, c'est le meilleur exemple pour la lutte contre Ebola. Nous avons eu 3 pays qui ont été affectés par Ebola. En principe, nous avons eu 4 officiellement. C'était le Guinée, la Sierra Leone et le Libéria, mais aussi le Mali. Mais le Mali a évité d'être touché vraiment par Ebola. Fruit de la coopération entre le Mali, la France et l'Allemagne à travers un projet, ce laboratoire mobile est un outil fabriqué en Allemagne et peut être transporté à n'importe quel lieu et en toutes circonstances en cas d'épidémie. Son objectif est de permettre aux experts de faire un diagnostic rapide du virus Ebola ou de tout autre virus dangereux pour l'homme. Son déploiement à Kati fait suite à une série de formations suivies par 8 techniciens de la santé maliens aux techniques de diagnostic biologique et d'entretien du matériel. Ce laboratoire du niveau P3 est un investissement très important pour mon département. Il permettra de répondre d'abord aux normes internationales de biosécurité et de biosécurité.
Il permettra aussi d'examiner et d'analyser des échantillons suspectés de contenir d'autres agents pathogènes dangereux et de prendre les mesures nécessaires pour les soins aux patients et de protéger la population contre la propagation de la maladie. Avec ces premiers déploiements reçus, le Mali peut se targuer désormais de disposer des ressources humaines qualifiées capables de répondre avec efficacité aux sollicitations des populations en matière de lutte contre n'importe quel virus constituant un danger pour l'humanité. L'architecture face aux défis du changement climatique, c'est le thème de l'Assemblée générale de l'Ordre des architectes du Mali. Il sera aussi question des activités menées et des échanges sur le rapport financier du bureau. Reportage Alpha Maïga. L'architecte est le concepteur d'un bâtiment et d'en conduire la réalisation. Et ce sont ceux du Mali regroupés au sein d'une association, à savoir l'Ordre des architectes, qui sont réunis en assemblée générale autour d'un thème. Le thème de notre assemblée générale élective, l'architecture face aux défis du changement climatique, interpelle. En effet, quel est le lien de causalité entre le changement climatique et l'architecture habitat? Il est important de noter que les impacts des changements climatiques auront des effets certains sur la santé, l'environnement, les moyens de subsistance économique, en particulier pour les populations urbaines pauvres, les zones d'habitat informel et d'autres groupes vulnérables, d'où la nécessité d'une part d'anticiper, d'autre part de s'adapter. C'est dire alors que le défi est énorme pour les architectes. Aujourd'hui, il s'agit pour tout un chacun d'avoir un habitat prêt à affronter les impacts climatiques. J'entends bien que d'autres acteurs sont interpellés et que les responsabilités sont partagées dans le tableau des problèmes recensés. Oui, bien souvent, la répartition des rôles entre les différents professionnels du BTP n'est pas respectée. Architectes, ingénieurs, urbanistes, géomètres, tout se confond. L'implication des professionnels dans la chaîne de délivrance des permis d'autorisation reste marginale. Au terme des travaux, une nouvelle équipe dirigeante sera mise en place. Retour à l'actualité régionale et partons à Mopti pour parler de cette action humanitaire qui a fait des Bozo, une ethnie de chenous qui pratique la pêche. L'Agence musulmane d'Afrique et Direct Aid leur ont remis 60 pirogues dotées de matériel de pêche. Coût de l'opération, 36 millions de francs CFA. Voyons tout ça avec Jules Sambou Sissoko. Des pirogues dotées de matériel de pêche complet, à perte de vue, 60 pour être précis, destinées à 300 familles bozo de la ville de Mopti et de Konan. Ce geste, qui vaut son pesant d'or, est de l'Agence musulmane d'Afrique et Direct Aid. Le coût global est estimé à 36 millions de francs CFA. Nous apportons cet appui à une couche importante de la vie économique de Mopti. Les Bozo de Mopti et Konna à travers 300 familles. Nous savons qu'elles ont beaucoup souffert suite à la crise que le Mali a connue. Ce don s'inscrit dans le cadre du programme remise de pirogues aux Bozo de la région de Mopti. Le montant s'élève à 36 millions. L'utilité de ces engins fluviaux n'est plus à prouver. C'est pourquoi les bénéficiaires ont trouvé les mots justes pour remercier l'Agence musulmane d'Afrique et Direct Aid. Au nom du Haut Conseil islamique de la région de Mopti et tous les bénéficiaires du cercle de Mopti, on est certifié 100%. On veut que l'EMA répète ce genre de choses. Parce que c'est pour donner une pirogue à quelqu'un, c'est pour donner une vie. Le matériel sera en bon état et on va veiller là-dessus. Quand vous donnez une pirogue, le jour doit équiper à un pêcheur, à un bozo, vous lui avez donné un logement, vous lui avez donné une femme, vous lui avez donné des animaux, bref, vous lui avez assuré en tout cas une bonne partie de sa vie. Une course de pirogue a agrémenté cette cérémonie qui restera longtemps gravée dans la mémoire des Bozo de la région de Mopti. Culture dans ce 20h, spectacle à plein air de l'artiste musicien Cheikhne Sissoko dans son quartier Tomikorobougou devant le stade Mamadou Konaté. Objectif, retrouver son public et promouvoir le Ntama. Pour l'occasion, Cheikhne Sissoko était accompagné par son groupe Somané et par un musicien écossais. Les temps forts avec Cheikh Oumar Sangari.
C'est en compagnie de son groupe somanais que Cheikhna Sissoko a produit un spectacle séduisant au rythme de ses 5 tamans qu'il joue simultanément. À travers ces concerts gratuits et à ciel ouvert, le percussionniste vise 2 objectifs: s'approcher davantage de son public et promouvoir du coup les tamans. Cet événement, c'est pour mettre nos instruments en valeur plus qui est le tama, parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'arriveraient pas à connaître la différence entre les tamas qui sont de chez nous. Tout le monde n'a pas de moyens d'aller me regarder au CCF, d'aller me regarder au palais. Donc c'est pour cela que j'ai organisé ce public show-là. Ce fut un après-midi musical d'une grande qualité sonore. Sur les planches de circonstances installées devant le stade Mamadou Konaté, le tama de Cheikhna Sissoko et la guitare solo électrique de Marc Miloland ont résonné dans une symbiose sensationnelle. Le public n'en demandait pas mieux. C'était vraiment chouette, c'est comme toujours avec Cheikhna Sissoko et ses amis. J'adore la culture, j'adore cette expérience d'être ici présent le soir, surtout dans le quartier. C'est très naturel, je dirais. Je suis très impressionnée. Je ne sais pas comment les musiciens arrivent à cette vitesse sur les tambours. Incroyable, incroyable, et c'est vraiment super. L'artiste Cheikhna Sissoko a fondé le groupe somanais en 2004 avec le tama comme instrument de prédilection. La formation se prépare pour une énième tournée internationale. Parlons sport à présent. Football, le Mali s'est qualifié pour la phase de poule des éliminatoires de la Coupe du Monde Russie 2018. En match retour du 2e tour, les Aigles ont battu les Zèbres du Botswana 2-0. Les temps forts de ce match avec Khalifa Nama Traoré. Session de rattrapage réussie pour les Aigles du Mali dans la course pour la qualification à la Coupe du Monde de Russie 2018. Battu samedi dernier 2-1 à Francistown par des Zèbres botswanais dont c'était le tout premier succès en 4 confrontations, Alain Giresse et ses hommes se devaient de réagir afin de respecter leur rang. L'équipe nationale du Mali l'a fait non sans peine face au pays classé 105e FIFA. Par rapport à l'aller, l'encadrement technique a fait quelques retouches avec la titularisation de Soumaïla Diakité, Salif Koulibaly, Abdoulaye Diaby et Cheikh Tidiane Diabaté. Un début de match prometteur avec déjà un premier but provoqué et réussi à la 10e minute par Cheikh Tidiane Diabaté. À l'image des supporters, les Aigles maintiennent le rythme et jouent à se faire plaisir. Bakary Sako voit d'abord son tir repoussé par le gardien Dambé Kabelo avant de retrouver la faille à la conclusion d'une action collective à la 30e minute. Voilà, Bakary Sako. Sako, une action amenée par Cheikh Tidiane Diabaté et qui s'est appuyé sur Abdoulaye Diaby qui a eu tout. 2-0 à la pause, les Aigles ont fait l'essentiel. Mais c'est sans compter avec la détermination des Zèbres de créer la sensation au stade du 26 mars. Ils se permettent de trouver la transversale de Soumaïla Diakité et remportent le défi physique face à des Aigles en manque de créativité et de cohésion. Malgré tout, Cheikh Tidiane Diabaté et Modibo Maïga ratent de peu de mettre fin à tout suspense. Un finish poussif pour les nôtres, mais le plus important à retenir est la qualification des Aigles pour le 3e et dernier tour des éliminatoires du championnat Mira, disons de la Coupe du Monde de football. L'important c'était de se qualifier et bien sûr de continuer à améliorer. Je dis toujours, l'équipe, si on la prend maintenant en dehors d'un contexte de compétition, elle est toujours en construction. Il faut qu'on arrive à trouver le meilleur dispositif, les meilleures animations pour arriver justement à avoir un jeu plus cohérent et
est plus complet dans toutes ces lignes. Le plus important, c'est qu'on ait pu se qualifier ce soir. En première mi-temps, on a démontré qu'on pouvait produire du jeu. Voilà, après, en seconde mi-temps, ils ont poussé, ils étaient obligés de pousser, d'aller chercher la qualification. On va retenir ce soir la qualification de l'équipe du Mali. C'est le plus important. Ça a été très compliqué, on savait que ça allait être compliqué. Maintenant, le foot d'aujourd'hui, c'est de plus en plus compliqué. Toutes les nations sont prêtes pour se qualifier. Aujourd'hui, on l'a fait. Le plus important, c'est ça qu'il faut retenir. En attendant la constitution des poules et surtout le démarrage effectif de ce troisième tour en octobre 2016, l'encadrement technique des Aigles aura à analyser les multiples imperfections constatées et le choix de certains joueurs. D'ici là, les Aigles du Mali disputeront 4 matchs dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2017. Bonne chance les Aigles. Le Conseil féminin du basketball africain s'est réuni hier. Les participants ont mis l'accent sur l'importance du basket féminin et comment le développer davantage. Le compte-rendu est signé Kodi Sibi. FIBA Afrique et la Fédération malienne de basketball ont le même objectif, développer le basketball féminin. Cette rencontre est une aubaine pour les autorités du basketball national, compte tenu de la place qu'occupe le basketball des femmes sur l'échiquier continental. Le Mali, deuxième nation africaine en basket féminin et 9e mondial, est devenu au fil des ans une vraie terre de basket. Et avec le soutien constant des autorités, le président de la République du Mali, son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta en tête, soutien réaffirmé le samedi 14 novembre 2015 à l'occasion de la réception offerte aux cadettes championnes d'Afrique 2015. Je voudrais ici saluer la constance du soutien de Monsieur le ministre des Sports ici présent, qui, on peut le dire en offre, est un ministre du basket. Nous avons aujourd'hui au Mali 31 fédérations sportives. J'ai pu vous assurer que la fédération aujourd'hui qui pose moins de problèmes à l'État malien, donc au gouvernement, c'est effectivement cette fédération malienne de basketball. Au-delà des résultats, il convient de saluer le président pour la qualité de son leadership. Le président de la République disait que le basketball féminin s'est acclimaté au Mali. Monsieur le Président, vous venez dans votre allocution de l'attester en disant que le Mali est deuxième en Afrique au niveau du basketball féminin et si je ne me trompe pas 9e mondial. Et donc au-delà de l'Afrique, je pense que le Mali est en bonne place au niveau mondial. Le Mali fait partie du trio de tête en termes de résultats des équipes féminines africaines. La fédération entend maintenir ce rang en développant sa politique de promotion de la discipline. Même son de cloche chez FIBA Afrique et ses démembrements. La pratique du basketball par les femmes est une priorité. Et ce conseil, c'est la rencontre du bureau qui s'occupe spécialement du basket féminin au niveau de FIBA Afrique. Je dirais que cette rencontre, c'est une grande opportunité pour le basket féminin parce que le basket féminin est inscrit en lettres d'or dans le programme de développement de ce mandat justement. Donc ça va être une occasion pour nous de parler de la problématique du basket féminin, de voir quels sont les vrais problèmes du basket féminin et de chercher ensemble les stratégies qu'il faut pour relever ce défi. Le basketball féminin, monsieur le ministre, est un des piliers du nouveau programme de FIBA, en ce sens que le basket féminin doit mériter toute notre attention. Nous sommes l'une des rares disciplines à vouloir consacrer, à vouloir donner de l'importance au genre. Parce qu'aucune équipe n'est autorisée à jouer au basketball sans qu'il y ait une équipe féminine et une équipe masculine. Je pense qu'on n'insiste pas très souvent là-dessus, mais il faut le dire. Nous sommes en tout cas en phase avec la politique du genre. Les intervenants ont tous rendu hommage à Salamatou Maïga, qui a dédié sa vie à la cause du basketball en général et du basketball féminin en particulier.
Et ce rendez-vous sur le RTM, le ministre de l'économie numérique, de l'information et de la communication, porte-parole du gouvernement, a rencontré lundi les chargés de communication des institutions de la République et des ministères. À l'issue de la rencontre, le ministre Choguel Kokala Maïga a fait le résumé des échanges en Bamana et en Sorail, un résumé à suivre après ce journal. Suite aux attentats survenus à Paris dans la nuit du 13 novembre, ayant fait plusieurs morts et blessés, nous avons ce soir les messages de condamnation du Rassemblement pour le développement de la solidarité, CRDS, de l'Union des forces démocratiques, UFD, et de l'Association des jeunes pour la démocratie et le progrès, AJDP. Page noire de cette édition, le RTM est en deuil. Le professeur Abdelaziz Cissé nous a quittés le dimanche dernier à la suite d'une longue maladie. Il a été accompagné à cette dernière demeure cet après-midi par des parents et plusieurs amis. Le défunt professeur d'anglais conseiller a servi dans plusieurs facultés du pays. Compte rendu Bédiconi. Écoutez ces exemples. I've lost my key. Now I'm looking for it. C'est un professeur émérite d'anglais qui s'en est allé. Décédé le dimanche 15 novembre 2015 au Maroc à la suite d'une longue maladie, le corps d'Abdelaziz Cissé, dit Sanoussi Seydou, a été porté cet après-midi à sa dernière demeure. Né en 1956 à Ansongo, Abdelaziz Cissé, dit Sanoussi Seydou, était professeur d'anglais à la faculté de médecine, de pharmacie et d'odontostomatologie et à l'université Massamakan Diabaté. Il anima depuis plus d'une dizaine d'années certaines émissions sur la chaîne 2 de l'ORTM, comme Let's Speak English, Diko Réveil, Les Mystères de la Nuit et En Démission. Abdelaziz Cissé, dit Sanoussi Seydou, laisse derrière lui des compagnons inconsolables. Quelqu'un de conviction forte. Je peux dire que c'est un homme de forte religion. Il m'a toujours en tout cas convaincu. Le professeur Aziz était une très bonne personne. J'ai eu à apprendre l'anglais avec lui et à lui collaborer plus tard. Et je me rappelle encore avec une très grande émotion, en 2007, il m'a appris l'anglais pendant une année gratuitement. Et c'est ce qui m'a permis même d'avoir une bourse pour aller étudier aux États-Unis. Moi, je suis à la radio, ça fait déjà 15 ans. Je l'ai trouvé, il animait une émission avec Alassane Djombélé, une émission qu'on appelle Les Mystères de la Nuit. Et quand je suis arrivé, Alassane Djombélé m'a cédé l'émission. Et j'animais cette émission avec Aziz. Automatiquement, il m'a adopté et il m'a encouragé, il me suivait. Donc, on était devenus aussitôt des amis. Aziz, c'est quelqu'un qui était simple, qui taquinait tout le monde, qui causait avec tout le monde. Il n'y avait pas de barrière entre nous. Et nous perdons aujourd'hui un homme valeureux, travailleur. À 59 ans, Abdelaziz Cissé, dit Sanoussi, repose désormais au cimetière de Kalabankoura. Il laisse derrière lui une veuve et une fille. Dort en paix. Que la terre lui soit légère. Amen. Et c'est la fin de cette édition. Vous pourrez suivre tout à l'heure le premier numéro du journal spécial sur les journées minières et pétrolières du Mali. Un journal qui vous sera présenté par Nyanya Alou Traoré. Bonne soirée à tous.